et depuis lors, des publications ont augmenté, même au service. Il y a eu une série de cas qui a été publiée, hein, vous ne fouillez pas bien, une série de cas qui a été publiée dans l'efficacité du propranolol dans le traitement des hémangiomes. Et il s'est avéré que après 6 mois de traitement, la plupart des enfants avaient régressé dans ce traitement. C'était une étude prospective, et jusqu'à présent, c'est le traitement qu'on adopte, le propranolol, à la dose de 2 à 3 mg par kilo en 2 prises, et il faut le faire, la prise doit se faire en milieu hospitalier parce qu'il y a des effets secondaires. Il y a des effets secondaires tels que l'hypersomnie, il y a l'hypoglycémie déjà sur le coup, les effets secondaires aigus, il y a l'hypoglycémie. Donc, la prise doit se faire au moment d'une tétée ou au moment du biberon, donc avec le biberon ou au moment de la tétée, pour s'assurer de ce risque d'hypoglycémie déjà immédiat. Et dans le bilan pré-thérapeutique, l'enfant ne doit pas avoir de bronchiolite ou d'épisodes asthmatiques, etc. Parce que sur ce terrain-là, c'est un médicament qui peut donner des tableaux d'insuffisance respiratoire, de crise aiguë dyspnéante. Donc, il faut s'assurer également de l'absence de troubles du rythme cardiaque dans le traitement de ce propranolol. Donc, dans le bilan pré-thérapeutique, il faut faire l'ECG. Il faut également interroger l'enfant s'il n'y a pas de bronchiolite récidivante avant d'instaurer ce tableau-là, ou bien faire la radiothorax s'il y a des signes d'asthme et voir est-ce qu'il n'y a pas un élargissement de la cage thoracique en faveur d'un enfant qui est asthmatique. Parce que sur ce terrain-là, ça peut créer des dyspnées et d'insuffisance respiratoire aiguë. Donc, en dehors de ça, c'est un traitement vraiment qui n'a pas véritablement montré jusqu'à présent d'effets secondaires. Et l'utiliser a une meilleure efficacité, a une efficacité égale par rapport aux corticoïdes, bien que les délais d'action soient beaucoup moins rapides, parce que pour atteindre la dose de propranolol, on l'atteint à la 3e semaine, parce qu'à la 1re semaine, il faut donner le tiers de la dose. À la 2e semaine, il faut donner les 2 tiers pour atteindre la dose totale. À la 3e semaine, justement, pour voir les différents effets secondaires, tels que l'hypersomnie. Si l'enfant commence à trop dormir, se lève plus pour téter, il faut alerter la maman pour l'amener à l'hôpital, parce qu'il y a un risque pronostic très important, et arrêter le médicament immédiatement. Donc, c'était les quelques éclaircissements que j'avais à faire par rapport à l'hémangiome commun, hémangiomatose miliaire, hémangiome endothélium caposiforme, syndrome de Casabat-Meri, vraiment des formes cliniques et également les indications de traitement. Je pense que la collègue, c'était sa question. Quelles sont les indications? On ne traite pas tous les hémangiomes. Donc, si c'est un hémangiome commun, normal, pas de localisation à risque, pas de complications, on surveille. Parce que l'évolution naturelle, c'est qu'il augmente pour se stabiliser et ensuite guérir. Ça, c'était l'attitude corticoïde, parce qu'on pense que les corticoïdes peuvent donner des effets secondaires chez les nouveau-nés. Actuellement, avec le traitement propranolol, les gens se permettent de traiter les hémangiomes, quelle que soit la topographie, parce que le parent veut le traitement de son malade. Et si dans 6 mois, on se dit que le traitement peut marcher, c'est mieux d'attendre 5 ans ou 6 ans. Donc, vraiment, c'est le praticien qui voit, est-ce qu'il décide de traiter. Et dans la littérature aussi, il est décrit que plus on instaure le traitement tôt, plus le traitement, il va être efficace. Donc, si vous attendez d'instaurer le traitement à l'âge de 5 mois, ça va être moins efficace, par exemple, qu'un enfant qui vient nouveau-né, où l'hémangiome a commencé et que vous avez débuté le traitement. Donc, aussi, il y a ces particularités, parce qu'il y a beaucoup. Parfois, après 6 mois, ça ne régresse pas. C'est par rapport à ces petites particularités. Donc, s'agissant de l'hémangiome syndromique, bon, hein?
Ah oui, oui, bon, je vais clôturer rapidement. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qu'elle a omis de dire dans l'exposé et c'est assez important. Donc, les indications du traitement, le traitement du Casabat-Méry, donc les malformations veineuses, le clippertronomie, c'est des malformations veineuses, malformations qu'on voit, le syndrome de Protré, comme c'est des malformations quand même qu'on voit, surtout le clippertronomie, donc c'est des malformations artério-veineuses syndromiques qui sont là, qu'on voit, et je pense que dans la correction, il faut mieux détailler, parce qu'en plus des malformations vasculaires, artério-veineuses, il y a d'autres manifestations qui sont spécifiques à chaque syndrome et qui peuvent orienter le diagnostic. Hein. Le commun, c'est la malformation artério-veineuse, mais après, il y a d'autres manifestations, par exemple, dans le crépeltronomie, il y a les varices, hein. Il y a l'hypercroissance des membres, etc. Donc, ces particularités sémiologiques spécifiques à chaque type de malformation syndromique, c'est ça qu'il faut ressortir après pour que vous puissiez faire le distinguo dans ces différents chapitres. Merci, professeur. Merci, Madame Diop. Je pense que je suis tout à fait convaincu. Les remarques qu'elle vient de faire sont tout à fait pertinentes. Il faut les intégrer. Ce chapitre, il faudra le corriger. Il y a un gros problème de forme et de fond. Le problème de forme, c'est que ce n'est pas bien systématisé. Et vous avez dit, il y a des redondances, des allers-retours, des généralités. Et puis vous continuez à décrire. Après classification, on voit encore généralité quand vous avez commencé à décliner les hémangiomes. Je ne sais pas comment vous avez fait pour comprendre. On ne se retrouve pas du tout dans ça. Donc, il faudra systématiser. Vous avez fait un plan, et vous suivez votre plan. Ce n'est pas une question très compliquée, les hémangiomes et les malformations vasculaires, mais c'est quelque chose de très, très vaste. Il y a des points essentiels auxquels on s'attend quand on fait un enseignement et quand on veut prendre en charge des enfants qui ont une malformation vasculaire ou une tumeur vasculaire. En sachant qu'il y a une évolution, vous avez même dit la classification d'ISAF de 2009. Il y a une évolution dans la formulation et dans la nosologie de ces lésions vasculaires. Parce qu'avant, vous avez effectivement parlé d'angiome immature, d'angiome mature, d'angiome à débit rapide, etc., etc. Maintenant, c'est très clair, la classification que vous avez montrée, il faut en tenir compte et bâtir votre exposé à partir de cette classification. Avec trois chapitres, deux grands chapitres. Les hémangiomes sont maintenant des tumeurs vasculaires dont certaines ont tendance à agresser et d'autres sont génitales, telles que les riches et les niches. Et à côté de ces hémangiomes, nous avons les malformations vasculaires. On ne fait plus la différence, on ne fait plus la confusion entre hémangiomes qui sont des tumeurs vasculaires, parmi lesquels l'hémangiome classique que vous avez décrit et qui est incomplet parce qu'il peut y avoir une forme superficielle avec son aspect fraise, une forme sous-cutanée et une forme mixte. Ces hémangiomes infantiles, avec le topographe et la tumeur vasculaire la plus importante, la plus fréquente, disons. Dans cette classification, ce qu'on attendait, c'est comment faire le diagnostic clinique. Comment le diagnostic est clinique, comment en écoutant l'enfant, en interrogeant le maître, on me dit, ça c'est un hémangiome. On n'a pas besoin de l'échographie, de l'écho-doppler, de quoi que ce soit. Madame Diop vous l'a dit, c'est l'intervalle libre. Dans ces hémangiomes infantiles, l'enfant né, il y a juste une tache rouge. C'est au bout d'une semaine, de 2 semaines, que la tumeur devient apparente. Et c'est à ce moment d'ailleurs que les parents viennent consulter. C'est comme si on attendait le 8e jour le consulter. Cet intervalle est remarquable et les hémangiomes sont les seuls à l'avoir. Plus, ce que vous avez dit, cette évolution en 3 phases, une phase de croissance, une phase de stabilisation, une phase de régression.
spontanée.